Bonjour et bienvenue dans Mon Stade à moi, le podcast Est républicain, républicain lorrain et Vosges Matin qui va vous faire découvrir les champions de nos régions sous un jour nouveau. Il avait commencé adolescent au FC Metz, mais après un accident de la route, Stéphane Moliens est resté handicapé. Un coup d'arrêt provisoire, le sport a vite repris le dessus et l'a mené vers le tennis de table où il a excellé durant 20 ans. Terminé sa carrière avec une médaille d'or en équipe au JO de Rio, Maxime Rodin lui a demandé s'il pouvait imaginer finir mieux que ça. Alors j'aurais pu imaginer mieux si j'avais eu un parcours en individuel qui avait été celui que j'espérais et aussi celui pour lequel je me suis préparé pendant pratiquement 3 ans, avec des choix de vie aussi importants. Je crois que la difficile année que j'ai passée en 2021, avec une blessure qui m'a éloigné pendant 4 mois des salles, m'a été très préjudiciable et je crois que pour bien finir ma carrière, j'aurais vraiment aimé être à Tokyo en pleine possession de mes moyens. Maintenant, je vais pas faire le gars blasé, clairement, d'avoir une médaille d'or et surtout dans une épreuve par équipe aux Jeux paralympiques et pour ma dernière, ça reste un bel aboutissement. Je crois qu'elle couronne davantage une carrière plutôt qu'une préparation et une compétition aboutie. Justement, cette carrière, on fait un bond en arrière, mais à la fin des années 80, au début des années 90, c'est plutôt sur un terrain de foot que tu imaginais ta carrière de sportif de haut niveau? Ouais, adolescent, et quand on est dans une structure comme le FC Metz, qui était déjà à l'époque très formatrice, il y a une volonté réelle d'être dans le bon wagon, celui qui mène toujours vers l'excellence, vers la performance, avec des entraîneurs qui demandent beaucoup, qui sont très exigeants. Et c'est vrai que j'étais dans une logique de formation pour devenir joueur professionnel, mais avec évidemment tous les aléas que ça peut, qui sont relatifs à une carrière de joueur, notamment quand on a 15 ans. Et puis, il y a eu cet accident qui est venu rompre cette dynamique-là, qui a rompu toute ma vie, clairement, ma vie à la fois scolaire, sportive, sociale. C'était une nouvelle, on va dire, une nouvelle rampe de lancement. Au départ, évidemment, on la voit pas comme ça, mais il fallait très vite, sans mauvais jeu de mots, se relever pour être dans une nouvelle dynamique. Et puis, le terrain du sport a été un terrain presque logique, rationnel dans ma vie. Dans un premier temps, on se raccroche à quoi? On se raccroche aux gens qui nous apportent beaucoup de positif. Des gens qui ont un discours, des gens qui nous montrent que la vie n'est pas terminée, loin de là. On se raccroche aussi à des valeurs qu'on nous a enseignées. Mes parents m'ont toujours enseigné à leur travail, de l'exigence. Celle de Francis de Tadeo, qui était mon formateur au FC Metz, qui m'a toujours aussi beaucoup donné de signaux positifs et de choses qui pouvaient être des éléments moteurs pour la suite de ma vie. Et puis des rencontres de gens qui nous offrent des valeurs sociales aussi, d'accessibilité, d'humilité, pour se retrouver non pas sur un chemin différent, mais sur une continuité, et puis de garder ces vraies valeurs, la même personnalité, même si on ne vit pas de la même façon. Tu avais déjà l'esprit de compétition à l'époque? Alors j'ai toujours eu en fait cet esprit de compétition, mais c'est pas une compétition dans cette volonté d'écraser les autres. Je crois que il y en a qui ont ce besoin d'être souvent à la guerre dans la compétition. J'ai jamais réussi ça. J'ai jamais réussi à avoir cet esprit-là, ce qui peut-être a été mon défaut à un moment. Mais clairement, j'aime le jeu et j'aime gagner.
Donc il y a toujours un esprit de compétition. Et même quand je vais jouer aux cartes avec mes parents, il y a cet esprit de compétition, clairement. Mais parce que je trouve que ça donne un petit peu de piment, finalement, au jeu. Et très vite, oui, j'ai vu en tout cas que si je refaisais du sport, je ne pourrais pas faire du sport entre l'apéro et la messe le dimanche matin. Justement, le sport, c'est le meilleur moyen à ce moment-là de t'épanouir. Je crois que ça fait partie en effet, des choses épanouissantes parce que au-delà de ce que ça apporte en termes physiologiques, mentaux, c'est aussi une façon de réussir des choses. Et puis c'est une façon aussi de rencontrer. Enfin, toutes les disciplines sportives, la plupart du temps, on les fait pas seuls. On a toujours des gens autour de nous, plus ou moins directement, qui nous incitent à progresser, qui nous donnent des choses pour qu'on puisse avancer. Ce sont des rencontres, ce sont vraiment des endroits aussi différents, avec des personnalités différentes. Je crois qu'il y a un aspect social derrière le sport. Et puis quand on a un handicap, le sport nous permet non plus de vivre dans la sphère des personnes handicapées, mais dans la sphère du monde sportif de manière générale. Et ça, c'est valorisant. Parmi ces personnes, il y en a une forcément qui est clé. Et il nous pardonnerait pas si on ne parlait pas de lui. C'est Jean-Marie Donatello, le président de Moulins-les-Metz Handisport. Oui, Jean-Marie a été évidemment un élément clé puisque je l'ai rencontré après un match de football au FC Metz. On avait un ami commun, c'était Joël Muller. Et puis Jean-Marie m'a proposé de venir dans sa structure à Moulins-les-Metz, essayer le tennis de table que je pratiquais avec mon papa dans le garage. Et puis les choses se sont faites très rapidement. J'ai aimé cette structure-là. Il y avait une ambiance bon enfant. Déjà très vite, on m'a initié à faire du ping-pong en compétition. Et puis Jean-Marie, qui était l'instigateur de ça, m'a vraiment mis sur les rails pour tout doucement être amené à concourir dans le milieu handisport. Le tennis de table, du coup, c'est devenu une évidence. Je crois que alors déjà un petit peu comme beaucoup de monde, j'ai pratiqué cette discipline dans un garage, à la plage. J'ai jamais considéré à l'époque cette discipline-là comme un vrai sport. Je le connaissais pas comme un vrai sport. Et puis c'est Michel Chalère qui m'a initié à la compétition. Et là, j'ai compris que le tennis de table était un vrai sport et bien plus qu'un sport, un truc incroyablement riche. À tous les niveaux. Et c'est à partir de là que cette notion de compétition qui est entrée dans ma tête fait en sorte que, oui, il y a non seulement du ludique, mais il y a aussi beaucoup de travail à faire pour devenir un bon joueur. Et puis, voilà, les connaissances, les premières compétitions, j'entends autour de moi que j'ai un potentiel, que je peux m'améliorer, que je peux progresser, que je peux être un jour un très bon joueur. Quand on a tout ça dans la tête, à un moment on se dit il faut s'investir, ça serait dommage de passer à côté. Ça a été quoi le déclic ? Je crois qu'un des grands déclics, ça a été la rencontre en 2000 avec un entraîneur de l'équipe de France qui s'appelle Patrick Fache, qui est ensuite venu un entraîneur personnel, parce que son discours a été un vrai discours d'entraîneur de haut niveau. Et ça m'a fait du bien parce que ça faisait quelque temps que j'étais dans ce milieu-là, mais que je n'avais pas le discours que j'avais déjà entendu au FCMS de la part des entraîneurs professionnels, des entraîneurs qui étaient de vrais pros dans le domaine du foot. Et là, j'entendais quelqu'un qui avait ce même discours dans le ping-pong. Et je me suis dit, enfin, le pont, ça y est créé. Je peux m'identifier enfin dans le tennis de table comme peut-être un joueur de haut niveau, celui que j'ai pas été dans le football.
Ça veut dire qu'à ce moment-là, la barrière entre le sport valide et le sport et le handisport, elle est totalement tombée? Elle est complètement tombée parce que... Alors, elle n'est pas complètement tombée, je dis une bêtise. Je pense que j'ai retrouvé, on va dire, grâce à Patrick Fache, l'envie de faire du sport de haut niveau avec tout ce que ça comporte comme exigence, comme, aussi comme choix, comme contrainte, mais qui sont nécessaires finalement à la pratique du haut niveau et qui, moi, m'étaient peut-être indispensables dans ma vie pour continuer à avoir de vrais objectifs de vie. Ça t'a permis d'accepter plus facilement ta situation? Peut-être qu'à ce moment-là, en effet, on la met un petit peu plus de côté, puisque on se lève le matin avec l'envie de progresser dans l'activité sportive, de progresser physiquement pour être meilleur à la table. Donc, d'une certaine façon, on se lève plus avec peut-être des soucis du handicap, mais avec l'envie davantage d'être un sportif de haut niveau et ce que ça comporte comme exigence purement sportive. Est-ce que tu as pu constater tout au long de ta carrière l'évolution, la façon dont on accompagnait le handisport en France? Ah ben oui, clairement, et je le vois encore aujourd'hui, puisque aujourd'hui, on se rend compte que on n'est plus ce qui était pendant très longtemps. L'image qu'on avait, c'est-à-dire qu'on avait l'image d'une personne handicapée qui faisait du sport. Depuis quelques années, on est davantage, en ce qui concerne le haut niveau, sur l'image d'un sportif de haut niveau avec une caractéristique particulière. Et je pense que beaucoup de gens qui s'investissent aujourd'hui dans le sport, dans le handisport et dans le handisport à haut niveau, remarquent non plus le handicap, mais cette capacité finalement des joueurs, des athlètes, à être de vrais athlètes de haut niveau dans leur façon d'appréhender leur discipline, les compétitions et leur préparation. Et justement, les gens qui viennent du milieu valide se disent « Ok, le handicap, finalement, il faut que je le mette de côté parce que le gars, il l'a mis de côté aussi. Donc, il faut que j'ai une approche de haut niveau avec ces gars-là. » Toi-même, aujourd'hui, tu es dans la transmission. Ouais, j'ai pris en charge un groupe un peu comme une équipe de France à prime, qui est un groupe ciblé de joueurs et de joueuses qui s'inscrivent dans une logique de haut niveau, mais qui n'arrivent pas à passer de cap, qui ont un potentiel réel, mais qui aujourd'hui ne peuvent pas être des joueurs d'équipe de France. L'idée, c'est de les amener à s'améliorer évidemment, mais aussi de s'acculturer au haut niveau avec tout ce que ça comporte comme choix de vie, comme exigence à tous les niveaux. Et donc, je suis en relation évidemment avec une cellule haute performance et puis la cellule jeune formation qui se trouve à Talence à côté de Bordeaux. Donc, on essaie de mettre en place un organigramme qui soit à la fois viable et qui soit amené à être performant pour les années à venir. Évidemment, on pense à Paris 2024, mais il faut que ça se proroge ensuite jusque Los Angeles 2028. Donc, il y a un travail de fond, mais c'est un travail passionnant et dans lequel je m'éclate beaucoup. Quand c'est un champion olympique qui a la parole, est-ce que son discours passe beaucoup mieux vis-à-vis des jeunes qu'il a en face de lui, vis-à-vis des dirigeants qu'il a en face de lui, peut-être des politiques qui sont là aussi pour accompagner le handisport? Alors, je le dis en toute humilité, bien évidemment, mais il y a évidemment une crédibilité différente. Mais au-delà du discours, je pense que c'est un peu dans l'action. Il y a une part pour tout et je pense qu'il faut aussi mettre en place des choses pour être crédible. Donc, il faut aussi des résultats pour les joueurs qui me font confiance. Donc, j'essaye de mettre en place des choses pour transmettre une philosophie, transmettre une exigence, et puis vis-à-vis des gens qui nous soutiennent, qui sont pas forcément dans le milieu sportif, j'essaye encore une fois de faire en sorte que ce que j'ai mis en place pendant que j'étais joueur
puisse être encore en place en étant cadre pour que la crédibilité que j'avais en tant que joueur reste une crédibilité aujourd'hui en tant que cadre, pour que les gens puissent penser que même si je ne joue plus, ce que je mets en place reste valable, reste validé à plusieurs niveaux, et puis que ça serve surtout aux joueurs qui, que ça soit à Metz, en Moselle ou dans la France entière, puissent s'éclater, s'épanouir et puis devenir aussi à terme de futurs champions. Je vais te lancer des fleurs, mais tu as eu une carrière exemplaire, tu as fait preuve de résilience pendant de nombreuses années, tu en fais preuve encore aujourd'hui. Tu as conscience d'être devenu un exemple, Stéphane? J'écoute, encore une fois, je le dis en toute humilité, j'écoute et ça me fait plaisir. Mais encore une fois, c'est pas faire preuve d'un excès d'humilité. Ce que j'ai envie surtout, c'est que ça serve. Si ça sert, tant mieux. J'ai pas envie de statut, j'ai pas envie j'ai plutôt envie que les gens se disent, bah, si je peux servir d'exemple à un moment ou de modèle à suivre, j'ai plutôt envie de dire, attention, ne faites pas du copier-coller, surtout pas, parce que j'ai aussi beaucoup de défauts. Ce qui m'intéresse surtout, c'est bah, comme moi, j'en ai eu aussi des exemples, et plein, des référents. À un moment, on s'insère un petit peu sur ce chemin-là, et puis on y va avec ses propres qualités, avec son histoire. Voilà. Mais j'ai plutôt envie de transmettre pour voir des gens épanouis, souriants, des gens qui ont envie de faire des choses. Moi, c'est ça qui me plaît, c'est les gens qui ont envie de faire des choses. Et parfois, moi aussi, j'ai mes petits coups de pompe, un petit coup de flemmardise à 200%, mais je crois que quand on est investi et on a envie de faire des choses bien, bah faisons-les. Et vis-à-vis de toutes les personnes qui ont des coups de mou, ou des handicaps ou des choses qui leur tombent sur le crâne, ben oui, en effet, à un moment, il faut accepter le côté moins bien, mais prendre les choses en main pour agir et puis réussir des choses. C'est ça qui donne confiance, en fait, c'est réussir des choses. Quel est le premier conseil que tu donnes aux jeunes ou aux parents qui viennent te voir? De continuer à rêver. Je pense que c'est nécessaire, surtout le contexte dans lequel on est. Je pense qu'il faut rêver. C'est important. On est dans un monde d'images, on est dans un monde où l'imaginaire, en fait, devient moins important. Et je crois que il faut que les jeunes, il faut que les ados continuent à rêver. Parce que on a besoin d'avoir des objectifs. Il n'y a aucun champion qui s'est construit sans être un vrai rêveur. Et je crois que avoir des objectifs, c'est déjà de les rêver. Et il faut continuer à rêver parce que c'est ça qui met en place finalement un petit plan d'action. Alors après, évidemment, on grandit. Ça n'empêche pas que notre rêve n'est plus existant, mais on l'affine. Finalement, on arrondit des angles, mais ça nous permet de continuer à avoir des objectifs. Et quand on a des objectifs, on met en place des plans d'action et on fait des choses pour les atteindre. Je crois que c'est ça, c'est nécessaire. C'est ça que je donnerais premier conseil aux gamins. Et Stéphane Moliens, il rêve encore aujourd'hui? Oh là, mais moi, je rêve trop. C'est ça le problème. Je suis vraiment... j'ai toujours 1000 choses à faire et j'ai toujours envie de faire plein de choses. Et c'est ça qui me passionne, en fait. C'est d'avoir toujours les yeux grands ouverts sur plein de choses qui se passent autour de moi et me dire, tiens, ça, c'est vachement intéressant. Peut-être que on peut le transférer dans mon domaine à moi, ou alors, tiens, j'ai des petites idées, qu'est-ce que vous en pensez, etc., etc. Donc oui, je rêve encore beaucoup, et parfois, il y a des gens qui sont autour de moi et qui me disent, attends, Steph, tu sais quoi, ça, c'est bien, mais il va falloir quand même arrondir les trucs parce que là, je pense que t'es peut-être parti un peu trop loin. Mais c'est bien, je crois que, encore une fois, je suis devenu aussi un rêveur parce que j'ai côtoyé des rêveurs et des gens qui ont cet esprit de construction. Voilà. Et ça restera un credo.
C'était Mon Stade à moi, le podcast où se confient les sportifs de nos régions. Pour recevoir automatiquement et gratuitement tous les nouveaux épisodes dans votre téléphone, suivez-nous sur Apple Podcasts, Deezer ou Spotify, entre autres. Et à bientôt sur un autre stade.